Avec nous en ligne, Monsieur Michael Shurikin. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur de Global Programme. Vous avez été analyste politique pour la CIA. Monsieur Michael Shurikin, comment lisez-vous le choix de Trump au sujet de ses négociateurs, à savoir Witkoff et Bohler? Bon, il y a deux choses qui sont en jeu en ce moment. D'abord, il y a l'emploi de Trump, de M. Witkoff et aussi d'Adam Bohler, qui est intéressant parce que c'est clair que Trump, il aime bien faire confiance aux hommes d'affaires. Il trouve que ces gens-là sont plus efficaces. L'autre chose, c'est le fait que il semble avoir bouleversé les rapports du Moyen-Orient avec son rapprochement. On fait cette tentative de se rapprocher avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec la reconnaissance de la Syrie. Et c'est vraiment très curieux, c'est fascinant. Ça peut vraiment changer les données dans tout le Moyen-Orient. Vous avez parlé justement de Steve Witkoff qui, vous le disiez à l'instant, n'est pas un diplomate de carrière, ni un stratège militaire d'ailleurs. C'est un homme d'affaires new-yorkais devenu un proche du président Donald Trump. Sa nomination comme conseiller spécial a d'abord surpris avant de s'imposer comme une pièce maîtresse de l'architecture diplomatique trumpienne. Il mène des négociations sensibles dans des dossiers qualifiés également de sensibles et variés, comme le nucléaire iranien, les trêves à Reza ou la libération de détenus du Hamas. Monsieur Michael Shurikin, l'envoyé spécial également de Donald Trump pour les otages, c'est ainsi que c'est qualifié, n'est pas non plus un habitué des tractations diplomatiques. Comment expliquer cela? Et pourtant, les résultats semblent être sensibles. Oui, bon, tout à fait. Trump, il croit ou semble croire que les gens qui viennent des origines d'affaires sont plus aptes à faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire les deals. C'est ça ce que cherche Trump toujours, des deals. Il y a peut-être certains avantages parce que c'est vrai que ces gens sont un peu libres des orthodoxies, mais aussi il faut se méfier du fait que les gens comme ça, vu qu'ils ne savent rien du Moyen-Orient ou des gens comme Poutine, l'Iran, le dossier nucléaire, etc., ils risquent à se faire avoir. Donc, si on met un type comme ça dans la pièce avec Poutine, j'imagine que Poutine peut bien le bouffer pour son déjeuner. Mais aussi, peut-être, il faut dire qu'il y a un certain sens, une certaine logique, le fait que les gens comme Witkoff, ils n'ont pas des idées bornées par les préconçus et les orthodoxies de l'établissement. Peut-être ça marche. Comment évaluez-vous ce qui a été fait jusqu'à présent? C'est tellement compliqué parce qu'il a fait tant de choses. Parce que d'un côté... D'où la question. Il a fait des tas de choses. Alors, est-ce qu'il vous semble que c'est tout de même quelque chose de positif que d'avoir des personnes qui ne soient pas, au final, tenues par des process diplomatiques ou politiques, qui soient en dehors des champs d'action diplomatiques et qui agissent comme des négociateurs? Le bilan reste à voir. Il faut voir, il faut attendre parce que il faut d'abord le fait qu'ils ont libéré l'otage, ça c'est une bonne chose. Mais quand il s'agit de dossier nucléaire iranien, de Poutine avec l'Ukraine, il faut se demander si ce n'est pas un peu naïf d'envoyer des gens qui n'ont pas d'expertise, mais ça reste à voir. Steve Witkoff mène des négociations sensibles dans des dossiers aussi variés que le nucléaire iranien, les trêves à Reza. Est-ce qu'il vous semble que ces dossiers devraient être mis entre les mains de personnes qui ont la connaissance des dossiers? Je vous pose la question et je rajoute, Adam Bohler a mené des négociations avec le Hamas ou en direction du Hamas qu'il a qualifié de positif. Oui, exactement. Donc, au Moyen-Orient, avec le dossier nucléaire, etc., il faut avoir certaines expertises. Moi, je préfère des gens avec qui ont certaines connaissances, qui savent qu'est-ce que c'est Hamas, qu'est-ce que c'est Poutine, qu'est-ce que c'est le dossier nucléaire. Et surtout des dossiers nucléaires hyper compliqués. En général... Adam Bohler a tout de même mené des négociations et a accompagné le diplomate Zalmay Khalilzad quand les talibans négociaient à Doha. Est-ce que c'est un chapitre que l'on doit mettre de côté? Cela a abouti à la conquête d'Afghanistan par le Taliban. C'est difficile à croire, mais aussi de l'idée d'un type faisant des négociations avec les talibans, j'ai des doutes.
Vous avez des doutes. Alors nous parlons des talibans, mais il y a eu des négociations tout de même également avec des pays de l'Amérique latine, il y a eu des négociations avec des pays africains. Est-ce que tout ceci est un processus qui est, on va dire, un peu atypique, qui pourrait avoir des répercussions selon vous? C'est atypique dans le sens que c'est pas comme ça qu'on fait la diplomatie. Mais je crois que c'est dangereux, mais il faut peut-être, si on peut être optimiste, si on ose être optimiste, on peut dire que peut-être on va en 10 ans, en 20 ans, on peut revoir ce qui se passe maintenant comme un succès. Est-ce qu'il vous semble, Monsieur Michael Shurkin, que le président des États-Unis est en train de sortir de la ligne établie par l'establishment? Dans un certain sens, oui. C'est un mépris pour l'établissement. C'est pour ça aussi qu'il fait peur à beaucoup de monde, parce que même si c'est une bonne idée ou non, ça rend pas mal de gens à Washington très, très mal à l'aise. Vous dites qu'il fait peur à beaucoup de monde, en l'occurrence, à titre d'exemple? Il fait des prononcements qui sont choquants pour beaucoup de gens, comme ça, les prononcements vis-à-vis le Gaza. Quand il parlait de faire de Gaza une riviera, Méditerranée. Oui. Ça, c'est pas normal. Mais aussi même à propos de la reconnaissance de Sahara et de la souveraineté marocaine, c'était choquant pour les orthodoxes à Washington. C'est-à-dire que même les gens qui peut-être sympathisaient avec le Maroc, de dire une telle chose, c'est radical. C'est pas en ligne avec l'établissement. Alors, au fur et à mesure que l'établissement ou les gens peut-être comme moi sont choqués, c'est du trolling. Il fait du trolling. Par exemple, avec ce choix des positions, quand il choisit des gens pour des positions dans le cabinet, pour les juges, et le fait que des gens à Washington grincent les dents et sont choqués, ça donne plaisir. Parfois, ce qui fait marche, parfois, ce qui fait ne marche pas. Avec des situations hyper complexes comme le Moyen-Orient, comme j'ai dit avant, c'est vraiment, ça reste à voir. Peut-être il y a des bons côtés, peut-être pas. Et peut-être il y a une certaine valeur de fouler des choses au pied, les orthodoxies, les idées reçues, parce que ça change et ça fait tourner la page. Donc, c'est fini, le débat. Alors, maintenant, on y va, on avance. C'est ce genre de choses. Bien sûr, on peut débattre si c'était une bonne chose ou non, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est de tourner la page. Vous dites que à Washington, beaucoup de personnes grincent des dents. Mais quelle est sa marge de manœuvre? Je vous pose la question, car il a longtemps été supposé qu'il y ait des partis, démocrates ou républicains, peu importe. C'est l'establishment qui décide. C'est l'État profond qui décide. Non, oui, tout à fait. En ce moment, sa marge de manœuvre est énorme parce que il a vraiment, la partie républicain accepte tout ce qu'il fait, quoi que ce soit, et les démocrates ne sont pas en pouvoir. Et il a réussi vraiment à rendre, pour l'instant, rendre impuissant l'établissement. Il fait comme il veut, il n'y a pas des checks and balances, comme on dit. C'est-à-dire, le Congrès n'est pas, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs. Oui, donc le Congrès ne dit rien, enfin ne fait rien. On peut dire beaucoup de choses, mais il est impuissant. Aussi, il a viré pas mal du monde. Il a menacé de virer pas mal de monde. Il peut tout faire presque. Que pensez-vous du tournant qui a été engagé vis-à-vis de Netanyahou? Est-ce qu'il vous semble que ce serait de la mise en scène, comme cela est supposé par certains, afin de faire plier l'Arabie saoudite et la pousser à normaliser ses relations? Le problème, c'est que maintenant, les choses changent si rapidement et le rythme des actes de Trump c'est si accéléré qu'on a vraiment du mal à suivre et à comprendre et digérer ce qu'il fait. Donc maintenant, c'est vraiment tout le monde s'empêche à analyser, à comprendre ce qui se passe et pourquoi il a fait, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi. Mais les événements vont trop vite et on ne sait pas. Il n'y a que de la spéculation en ce moment. Par exemple, avec cette histoire avec l'otage, Witkoff a réussi à libérer. Tout le monde imagine qu'il a fait une affaire, il a fait un deal avec Qatar et avec Hamas. Mais c'est quoi le deal? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a offert? Et qu'est-ce que Qatar a offert? Et c'est quoi la conditionnalité? On a libéré à quel prix? Personne ne sait. En ce moment, vraiment, il n'y a que la spéculation. Vous supposez que la libération s'est faite en contrepartie de quelque chose d'important? C'est possible, c'est vraiment possible. Peut-être c'est un truc politique, peut-être, on ne sait pas.
Quoi qu'il en soit, cela ne s'est pas fait gratuitement, mais il y a un deal. Oui. Oui, d'accord. Donc c'est forcément une victoire aussi bien pour le Hamas que pour le Qatar. Oui, ça semble être une victoire et pour le Hamas et pour le Qatar. Monsieur Michael Shurkin, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes directeur de Global Programme à 14 Node Strategy, ancien analyste politique pour la CIA, et vous étiez avec nous à partir de Washington. Merci beaucoup, Monsieur Michael Shurkin. Merci à vous, avec grand plaisir. Merci.